Les midis de culture. Marie Laborie. En écoutant le live d'Étienne Dao, que je vais saluer dans un instant, je dois avouer que j'ai eu un moment les larmes aux yeux. C'est sur le morceau Des heures hindoues de l'album Pour nos vies martiennes. Honnêtement, Étienne, cette chanson est sublime, mais je reconnais que j'ai un petit peu pleuré sur moi-même. Je me suis revue à 14 ans dans ma chambre à guetter le moment où le morceau passait à la radio pour l'enregistrer sur une cassette. Franchement, c'était compliqué. Il fallait faire rec juste à temps pour le début de la chanson et stop assez vite pour éviter la voix de l'animateur qui suivait. Je me la suis repassée en boucle, cette cassette et cette chanson jusqu'à ce que la bande casse. Et depuis, j'ai toujours un peu rechigné à l'écouter à nouveau, comme on évite certaines photos d'enfance. Bonjour Étienne Dao. Bonjour Marie. Et je suis ravie de vous recevoir dans les midis de culture. Merci. Est-ce qu'il y a des chansons, vous, que vous aimez mais que vous n'arrivez pas à réécouter ? Il y a des chansons que j'aime beaucoup mais que je n'arrive pas à réinterpréter sur scène. Ah oui, c'est vrai ? Ouais. Parce que ça reconvoque des émotions que j'ai pas envie de revivre. Je comprends. Et cette idée que vous entrez, comme je le disais, si intimement comme ça dans la vie des gens qui vous écoutent, que vous avez accompagné leur vie sans le savoir finalement, Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette proximité qu'on peut avoir avec C'est vous ? fou, ça c'est le pouvoir des chansons qui me dépasse. Écrire une chanson, c'est quelque chose qui est très personnel, mais une fois qu'elle sort de vous, qu'elle appartient au monde, tout le monde peut l'interpréter comme il veut et l'adopter. Et vous, est-ce que, en étant artiste, puis maintenant, 40 ans, est-ce que vous arrivez à écouter un morceau de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas et à l'écouter, j'allais dire de façon candide, de façon primaire, sans votre bagage d'artiste ? Ah mais bien sûr, je passe mon temps à ça, Ouais. à découvrir plein de choses nouvelles, bien entendu, oui. Et vous arrivez vraiment à vous débarrasser ? Vous n'êtes pas en train de vous dire, là, c'est fait comme Là, ça. la basse, machin... Non, pas du tout. Ouais. Non, je suis pas du tout critique. La musique, c'est une vibration très sentimentale aussi. Si on commence à décortiquer les choses, on y perd. Et après, mais vous tendez l'oreille aussi, j'imagine, aux nouveautés. Enfin, forcément, ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Comment on fait d'ailleurs pour garder cet instinct-là de simplicité ? Vous disiez la vibration, là. Comment on fait pour la garder longtemps ? Est-ce que ça bouge au fur et à mesure des années ? Ça revient, ça repart ? Le goût pour ça et Oui, la curiosité. la curiosité et puis garder la vibration. Non, comme parce ça. que c'est une passion. C'est une passion, une vocation. Donc ça, je crois, c'est dans mes cellules. J'y peux rien, quoi. Il n'y a aucun moment où vous n'écoutez plus de musique ? J'ai toujours une musique dans la tête. Par exemple, on arrête de parler, là, je vais avoir une musique dans la tête. Tout le temps. C'est-à-dire une musique, vous êtes un jukebox, Fatigant quoi. d'ailleurs, oui, C'est un ça. peu. Alors de la musique des autres et puis de la musique en devenir aussi. Ouais. C'est comme ça que ça se produit d'ailleurs, vos chansons. Vous avez une mélodie en tête qui... Oui, j'évite d'écrire entre les albums. Je laisse passer du temps pour essayer d'absorber le monde. Et puis quand vraiment la chanson, c'est un peu comme des petites personnes, elles viennent frapper à votre porte comme ça. Là, il faut y aller. Et donc parfois j'ai l'impression d'être juste traversé par une chanson, que je suis là pour l'aider à se matérialiser, mais que je ne suis pas pour grand-chose. Et donc c'est un processus, quand vous le décrivez comme ça, qui paraît simple. Oui, et parfois il est laborieux. Il y a des chansons auxquelles on tourne autour desquelles on tourne pendant parfois longtemps. Il y a des chansons qui mettent 5 ans à arriver, et d'autres qui mettent 3 minutes à venir. Alors vous sortez demain Étienne Live, c'est l'enregistrement live de votre concert à l'Accor Arena de Paris. C'était le 22 décembre 2023. Oui. C'est le point d'orgue de la tournée Dao Show. 50 dates, plus de 300 000 spectateurs auxquels vous avez offert un spectacle total, majeur. Il en ressort donc un double album de 26 titres, un DVD également. C'est vraiment un voyage dans votre répertoire. Ça va de Week-end à Rome au tout récent Tiré sur les étoiles. Et puis, puisque j'en parlais, j'avais envie qu'on écoute ce que ça donnait avec Des heures hindoues en live. Over the rainbow, heure hindoue, rentrée tard, Tao c'est comme on l'entend, et j'ai l'idée d'une idée
dans les airs et décoller de ce bitume. Et c'est pavé à fond de cale, dans l'air silencieux. Oubliez cette putain de pluie. La nuit est finie, peut-être enfin. Demain nous appartient. Gemini, même si je ne suis rien, si je suis personne, personne. Gemini, un grain de poussière dans la grisaille. Gemini, un parfum qui vient de quelque part où les portes ne sont pas closes. Over the rainbow. Qu'est-ce que vous aviez envie d'offrir à votre public avec un spectacle si ample? Est-ce que c'est aussi bien que la cassette? Ouais, c'est vraiment. Non, mais c'est justement pour ça que je l'ai passé, parce que je suis allée écouter et que j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment. En tout cas, ça m'a produit les mêmes émotions. Donc oui, voilà. Et vous aviez envie d'offrir quoi alors à votre public? Toujours la même chose hein. depuis toujours, à savoir que ce soit une fête d'essence, quelque chose de très hédoniste. Et voilà, de faire plaisir et de me faire plaisir. Mais c'est vrai que cette tournée, ça a été un espèce de moment comme ça où tout s'aligne parfaitement. Où il y a l'équipe technique qu'il faut, le répertoire qu'il faut, le groupe qu'il faut, être entouré comme il faut. Et ça me rend presque nostalgique, même si je suis presque nostalgique du futur, mais ça me rend nostalgique parce qu'on a fait une projection il y a 2 jours. Donc j'ai revu un bout du show, j'ai pas voulu le voir, mais je suis arrivé à la fin. Mais de revoir toute l'équipe, tous les techniciens, les musiciens, ça m'a... Ouais, ça devait être très très intense. On a dit combien de dates? Ça m'a 50 remué, dates mais vraiment. Ouais. Oui. Et alors, c'était votre premier Bercy, hein, c'est ça? Enfin, l'Accor Arena. Oui, je voulais pas avant. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que j'allais perdre en intimité. Et puis en fait, pas du tout. Parce que l'intimité, c'est pas la salle, en fait, c'est les chansons. Comment vous avez C'est la relation qu'on a avec les autres. Et donc l'intimité ne s'est produite qu'au moment où vous avez pris le micro, où vous aviez déjà envisagé une façon de faire pour que cette intimité se recrée? Non, elle s'est créée tout simplement, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est même si on a passé beaucoup de temps à faire une scénographie, des lumières, etc., qui peuvent peut-être, par le côté trop spectaculaire, enlever cette simplicité. En fait, finalement, ça n'a rien changé. On l'a dit, hein, 17 000 spectateurs ce soir-là. Impressionnant quand même. J'imagine, ouais, quand vous arrivez sur scène, ça doit être quelque chose. Ah oui, surtout à la répétition, quand on est arrivé l'après-midi, c'était... C'était vide. Oui, c'est gigantesque. On se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir, je sais pas, s'adresser à tout le monde? Surtout, la scène est très large, donc il y a une espèce de gestion de l'espace, en fait. C'était un véritable show. Hein. Il y a Dao écrit en immense. Ah oui, voilà. Vous avez on a foutu le paquet, là. Ouais, le côté vraiment rockstar, quoi. Et vous aviez besoin de tout d'un coup, allez, on fait dans la démesure. Oui, si on accepte de le faire, faut aller au bout. Ouais. C'est pas du tout ce que je suis dans la vie, bien entendu, mais souvent, et c'est le cas de beaucoup d'artistes, enfin de beaucoup d'artistes que je connais en tout cas, ils sont beaucoup plus à l'aise sur scène que dans la vie. Donc ça a été, moi je vous trouve très à l'aise là, Étienne Dao. Bah oui, parce que là vraiment on est en face à face. Mieux sur scène, est-ce que là ce que vous nous présentez dans ce DVD et ce que les gens ont pu voir sur scène, c'est vraiment un spectacle total, comme vous l'avez dit. Il y a un travail de lumière, de projection qui est très beau d'ailleurs. Hein. Donc est-ce que quelque part vous êtes un peu dans un rôle, enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Est-ce que vous êtes en train de performer quelque chose? Bien sûr, et on est obligé de rentrer dans un rôle. C'est complètement absurde, en fait, si on réfléchit 2 secondes, de se montrer devant 17 000 personnes. Vraiment. C'est pas du tout le fond de ma nature. Donc oui, on rentre dans la peau d'un personnage parce que même si c'est la même personne, il y a les lumières, il y a la scénographie, le costume dans lequel on rentre.
C'est que toute cette préparation qui est lente avant de monter sur scène, de se préparer à être celui qui va être regardé. Mhm. En fait, pas que regardé, parce qu'il y a véritablement un échange. Mais moi aussi, moi aussi, je regarde les gens. Ouais. Vous les Bien regardez? sûr. Ouais. Ah oui, Vous bien regardez le sûr. public, vous arrivez à regarder les gens dans les yeux. Oh Enfin, oui, dans les yeux. parfois. Ah, il y a quelque chose qui est très beau d'ailleurs, à un moment donné, moi j'avais pas vu ça dans un spectacle, c'est quand vous demandez aux gens de mettre des papiers sur leur... Alors, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous qui C'est avez... une surprise qu'on m'a fait. Il y a un admirateur qui, avec sa famille, ses proches, ont après... vraiment, moi, je n'étais absolument au courant de rien. Après la répétition, ils ont quand même passé, je sais pas combien de temps, à mettre un petit papier rouge et vert sur chaque fauteuil qu'on colle sur son téléphone avec la lumière. Et quand j'ai chanté une chanson qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie, à ce moment-là, tout l'accord Arena s'est illuminé comme un immense sapin de Noël, je vous assure. C'est ça. Ça fait un effet... c'est bouleversant, quoi. Et on l'entend beaucoup, votre émotion. Vous remerciez énormément, vous avez l'air toujours surpris en fait. Oui. Oui, Ouais. vous êtes étonné que ça fonctionne, que le lien existe encore avec le public. Oui, parce que j'y pense pas vraiment. Je suis un musicien avant tout, hein, donc Mm. je suis plus sur le travail de studio, d'écriture que sur le paraître. Oui, et sur la Donc c'est toujours projection. une bonne surprise. Et puis voilà, c'est bien comme ça. Je Ouais. crois que là maintenant, il faut que je m'habitue à ça au bout de tellement d'années. Il serait temps. Je voudrais vous faire écouter le philosophe Mathieu Pott-Bonneville. Il était interviewé en mars dernier sur France Culture et il parle de la notion de recommencement. Le mot recommencer en français a cet intérêt de signifier à la fois, de suggérer à la fois le renouveau et la répétition. Le renouveau et le retour. Donc on peut l'utiliser des deux manières. C'est évidemment paradoxal puisque si c'est nouveau, pourquoi revenir? Et c'est une ambiguïté qui n'est pas un hasard. On la retrouve dans plein de langues. Par exemple en anglais, pour Oui. dire à nouveau, on dit once again. Mais si once, pourquoi again? Ce qui a lieu une fois, la première fois, la toute première fois, doit revenir. Et cette idée de recommencement suggère que recommencer, c'est toujours en même temps chercher l'absolument neuf et s'inscrire dans une forme de reprise, de répétition, etc. Alors voilà, la répétition. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle Au commencement et qui dit tout n'est que recommencement. Et quand on fait un métier comme le mien, c'est un recommencement perpétuel où rien n'est acquis. Enfin, j'ai pas la sensation d'avoir un acquis du passé. Mhm. Et donc, on recommence quelque chose qui est neuf, en fait. Chaque album, c'est nouveau. En fait, je n'ai aucune idée de comment il va être reçu, s'il va toucher les gens. Enfin, il y a vraiment une énorme inconnue. Et en même temps, on recommence parce qu'on est en studio, on écrit. Il y a un processus qui est comme ça. On remonte sur scène. Donc, je suis assez d'accord avec lui. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent avoir du mal avec certains de leurs tubes, on va dire. Parfois, ils peuvent rechigner à les rejouer sur scène et on peut le comprendre. Là, sur cette tournée, vous y êtes allé À fond. franco. Ils y sont tous là. Oui. J'ai la chance d'en avoir beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est un truc incroyable, un tube. Et vous n'avez pas l'impression de vous répéter là quand vous recommencez justement à chanter Non, ça. non, justement. À un moment, quand j'ai un peu changé euh, de chapitre, on va dire, après la première décennie, je trouvais que certains tubes étaient un peu encombrants. Mhm. Donc j'avais un peu envie de les mettre un peu sous le tapis, parce que je me disais là, je trouve que ce que j'ai fait est mieux, et je trouvais que certaines chansons un peu trop connues, qui étaient un peu trop attendues, faisaient de l'ombre aux chansons. Donc j'ai un peu boudé certaines chansons, et je me faisais un peu, je me disais si je fais pas cette chanson, je vais me faire massacrer, mais tant pis. Et, et en fait, le temps a fait qu'il y a eu un apaisement par rapport à ça, Mhm. et que je les retrouve un peu comme des vieilles amies. Et Et puis aussi, faire un métier comme le mien, c'est aussi essayer de faire plaisir, se faire plaisir, mais aussi faire plaisir. Et quand il y a une intro de chanson et qu'on sent une clameur comme ça, quelque chose qui monte, c'est fort, hein, je vous assure. oui, je veux bien vous croire. Et il peut se produire finalement des choses nouvelles avec ces chansons qui vous Oui, viennent de vraiment, loin. vraiment, je peux le dire, enfin, vraiment, je mens pas là. C'est vrai, c'est vrai. Et ben justement, on va écouter ce que ça donne avec Week-end à Rome, qui, on le rappelle, est votre premier grand succès sur l'album La Notée, c'était en 84. On voit ce que ça donne en live.
Week-end à Rome, tous les 200 personnes. Florence, Milan, s'il y a le temps. Week-end Rital. En bagnole fortune, variette mélo à la radio. Week-end Rital. Ariès sous la pluie, bonheur, soupir, chanson pour rire, chanson Rital. Chanson Rital pour une escale. Week-end à Rome, afin de coincer la bulle dans ta bulle, poser mon cœur bancal dans ton bocal. Ton aquarium. Week-end à Rome, Étienne Dao. Alors là, disco, pourquoi? Parce que j'aime le disco. Vraiment, c'est vraiment l'invention de la musique hédoniste, quoi. Vive Nile Rodgers. Ouais. Ah oui. Et comment vous avez travaillé justement pour les arrangements de ces chansons sur scène là? Là, particulièrement pour ce titre-là, c'est un arrangement qui n'est pas de moi vraiment, parce qu'en fait, dans les années 90, milieu des années 90, j'ai fait un mini-album avec le groupe Saint-Étienne, le groupe anglais Saint-Étienne, où je reprenais des chansons de leur répertoire, et eux ont repris Week-end à Rome, qui est devenu He's on the Phone, qui était un gros tube en Angleterre et en Europe. Et en fait, ce sont ces arrangements-là, avec le même arrangement de cordes de David Whittaker. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai l'impression, en écoutant comme ça aux 26 titres, Étienne Dao, dont, comme vous le dites, la plupart sont quand même tirent vers cet hédonisme, vers cette joie que vous essayez de porter. Et en même temps, il y a toujours quelque chose, même dans vos chansons les plus enlevées, les plus solaires, il y a toujours quelque chose comme si ça allait se finir ou ça risquait de se finir. J'arrive pas trop à le définir. C'est une nostalgie, une inquiétude. La saudade. Oui, la saudade, c'est vrai. C'est Ouais, exactement ça. vraiment la nostalgie de l'instant qui vient de passer. Donc c'est une petite mélancolie joyeuse. Oui, et c'est toujours présent. Et même, voilà, même dans le live, on le sent quand même. Oui, je sais pas, je me rends pas compte. Vous vous en rendez pas compte? Non. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, vous dites que vous avez la nostalgie de ce moment passé. Ah oui. Donc, Vraiment, parce que quand il y a des séquences parfaites, des chapitres parfaits, on a un peu tendance à les regretter, à regretter qu'ils soient déjà passés. Et puis aussi le fait d'être une meute, quoi, d'être ensemble. On vit ensemble, collés ensemble. On a peur ensemble. On refait le match après le concert ensemble. Enfin, vraiment, on voyage ensemble, on se tourbus. On est vraiment ensemble comme une famille. Oui, vous avez vécu C'est un peu c'est la colonie de vacances, quoi. Quand elle se termine, on a un peu la larme à l'œil. Ah oui, c'est ça, on retrouve ses parents. Bon. Vous avez dit dans une interview qu'après plus de 40 ans, vous ne savez toujours pas comment on fait des chansons, comment on fait un album, et même donc, que la terreur s'empare de vous entre chaque disque. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de système. Donc, il faut tout recommencer à chaque fois. Vraiment. Il n'y a pas de recette, en fait. Et est-ce que c'est justement cette crainte et cette conscience-là qu'il n'y a pas de recette qui fait que vous renouvelez, en fait? Oui, puis j'écoute pas mal de choses. J'ai pas envie de refaire 2 fois le même disque, même si forcément on fait des redites, parce qu'on a des obsessions tenaces. C'est vrai que c'est très difficile, la pop. De toute façon, par définition, vous revendiquez la pop. Oui, Ouais. mais c'est la liberté. Ah, c'est la liberté. Ah bah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je viens d'un milieu très très fermé où on écoutait que du rock, on était vraiment extrêmement... Enfin, c'était fermé quand même. C'est des codes, hein. Ce sont des codes très stricts, hein, qu'on n'a pas le droit de déroger. Dans le rock, vous voulez Dans dire? le rock, ouais. Là, vous parlez de votre jeunesse à Rennes. Oui, mais c'est là d'où je viens, c'est ma culture, donc j'ai ça dans toutes mes cellules, donc j'ai tout fait pour m'en échapper quand j'ai commencé à faire des chansons, parce que je me disais que j'aurais envie de faire
de reproduire les chansons du Velvet Underground ou de Syd Barrett et de faire exactement ça, parce que c'était ça qui me plaisait vraiment. Mais que justement, pour faire la petite musique de ma tête, il fallait que je prenne... Et puis aussi, j'adore les tubes. J'ai été élevé avec un jukebox, donc un tube de 3 minutes. Vraiment, j'adore. J'adore les Beach Boys, voilà, les Beatles, les Stones, tout ça. C'est ça. C'est des tubes de 2 minutes 50. C'est fantastique d'arriver à capturer comme ça. Pour moi, le tube parfait, c'est Good Vibrations des Beach Boys, où il y a, je sais pas, plusieurs chapitres dans une chanson si courte. C'est brillantissime, c'est prodigieux. C'est vrai que la pop, c'est difficile aussi parce que... Donc voilà, je me suis dit, la pop, c'est la liberté. Ouais. Et puis, on peut faire un disque rock. Puis après, on peut faire un disque où on est influencé par la dance. Et puis après, par autre chose. Et puis après, par la soul. Et puis voilà, mélangeons tout ça. Tout est permis. Tous les coups sont permis. Et comment l'ont pris vos amis, vos copains, justement, de Rennes, qui étaient plus dans le rock, votre pas vers la pop Au départ, moi, je pense à Marquis de Sade et tout ouais. ça. Comment Mais ils- j'ai fait Je mes sais, premiers vous albums bossez avec avec Jacques eux. No, Voilà. de Stinky Toys, et puis Lié Jacques No, et puis Marquis de Sade. Donc, on sait d'où on vient. C'est notre petite famille, comme ça. Mais c'est vrai que le succès était un peu brutal pour la plupart des gens, pour la plupart de mes amis. Donc, j'avais une petite culpabilité avec ce succès. J'étais là, genre... oui. Ouais, est-ce Mais qu'on c'est dit- fini. Hein. Ça va mieux, vous l'assumez Ah ouais. Ouais. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il faut bouffer jusqu'au bout. Mais au départ, c'est vrai que je me sentais pas être le plus légitime. Et donc, comme tout d'un coup, ça a été une explosion tellement soudaine que j'étais pas très à l'aise avec ça. C'est vrai. Ça a duré longtemps, cette période-là Non. Non, voilà. Non, parce qu'il y a tous les cadeaux qu'on vous fait, quoi. Déjà, je pouvais rentrer dans les boîtes de nuit desquelles je me faisais éjecter avant. Il y vous a quand en même avez quelques profité. petits avantages à la Ouais. célébrité. Vous disiez tout à l'heure que vous écoutiez beaucoup de choses justement pour vous renouveler. Et vous cherchez à capter l'époque, l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, musicalement, artistiquement. Oui, Comment ça se passe en même temps, c'est capter des choses, enfin, c'est écouter beaucoup de choses très différentes. Je suis voilà, dans le monde qui est là, sans nostalgie. Donc, c'est inspirant, mais j'ai pas envie de faire ce qui m'inspire. J'emprunte. J'ai pas envie de faire ce qui m'inspire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que quand il y a quelque chose qui vous plaît trop, vous avez tendance à recopier. Donc, j'essaie de faire quelque chose qui me ressemble, qui est moi. Tout en allant voir à côté aussi, Bien sûr. avec des sonorités Autrement, différentes. je ferais des choses enfin, j'aurais continué à faire la même chose depuis longtemps. En même temps, c'est amusant parce que c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission, avec Tom qui a préparé l'émission, que je remercie. Merci, Tom. Merci Tom. Aujourd'hui, il y a un vrai retour de sonorités des années 80. Il y a un vrai retour des synthés. Voilà. C'est une boucle en fait. C'est toujours une boucle. Tout n'est que recommencement. Oui, on y revient. C'est pour ça aussi que vous aimez les collaborations tant. Vous avez Ah, toujours. mais c'est une chance. J'ai eu la chance de faire des collaborations fantastiques. Chanter avec des Bihari, jouer avec Nile Rodgers, Jeanne Moreau, enfin, Marianne Faithfull, Astrud Gilberto, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, enfin, et puis des plus jeunes aussi. Et il y a aussi des plus jeunes. Vous travaillez aussi avec. Plein. Malik Judy, Ron, Yann Wagner, François Andy Atlas Montagne, tout ça, c'est ce métier, Dominica, ce métier permet, enfin, j'en oublie plein, qu'on me pardonne, mais ce métier permet justement les mélanges et les associations. Et ça, c'est fantastique. C'est vraiment un peu pour ça qu'on fait ce métier. Pour rencontrer les autres, pour toucher les autres, pour fabriquer des choses ensemble. Je me demandais aussi ce que vous pensiez, Étienne Dao, de cette nouvelle génération de chanteurs. Je pense à un garçon comme Pierre Demers, mais il y en a d'autres qui mettent pas du tout en avant une séduction virile et des codes de représentation de genre dont on a l'habitude. Ils sont vraiment sur autre chose. Comme vous avez pu, vous, être une autre représentation de la masculinité dans les années 80. On vous en avait beaucoup parlé à l'époque. Voilà la pochette faite par Pierre et Gilles, votre Maria. Oui, bah oui. Et c'est ça mais aussi. c'était complètement assumé. Ouais. C'était complètement assumé. C'est pas... on s'était tellement battu pour une forme de liberté morale. Et puis quand on a été un ado et qu'on a écouté Lou Reed et David Bowie, ça rend curieux. Et aujourd'hui, on y revient. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ouais, enfin, j'ai pas l'impression que ça ait jamais bougé. C'est une question de mentalité surtout.
Je voudrais juste qu'on écoute un tout petit morceau de Boomerang. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue et ton amour est épuisé. Voilà, je voulais qu'on entende un peu comme un boomerang Etienne Dao, et forcément parce qu'on pense à Dany. Et à Gainsbourg aussi. Et à Gainsbourg, évidemment, mais voilà, ce duo que vous aviez fait avec Dany. Alors c'est un peu triste pour finir l'émission, mais quand même, chanter seul maintenant, ces morceaux-là, ça fait du bien. C'est étrange de la chanter sans elle. Ouais. Ça a été une belle aventure pour nous deux. C'était déjà ma relation avec Gainsbourg, et puis mon amitié avec Dany, et qu'elle m'invite dans cette chanson, parce que j'ai produit cette chanson pour elle, et elle tenait à ce que je partage le micro. Moi, je me disais, ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté, il lui faut ces 3 minutes pour elle toute seule. Puis je disais, non, le texte, c'est pas du tout un duo. Je comprends pas. Et en fait, elle avait complètement raison. Donc elle a insisté pour que vous... Elle a insisté, ouais. Et en fait, elle est venue me rejoindre sur scène, et on a chanté cette chanson pour la première fois. Personne ne l'avait entendue. Et c'était un standard immédiat. Ouais. C'est fou. Les gens ont réagi à cette chanson comme s'ils la connaissaient depuis toujours. Exactement. Et du coup, quand vous la chantez maintenant seule, et même, voilà, vous faites référence à toutes les absentes. Je pense plus les absentes que les absents, parce que vous avez beaucoup de duos avec des femmes, de collaborations avec des femmes. Des femmes que j'ai aimées très fort et qui sont plus là. C'est une manière aussi de prolonger. Mais c'est merveilleux aussi, parce qu'en fait, quand on a une vie artistique, il y a la voix. Enfin, pour parler de Dany, justement, il y a eu un truc, c'est que j'ai produit une chanson sur son album posthume, et donc on m'a donné la voix pour faire les arrangements, et de travailler avec le souffle, juste la voix, et d'avoir son souffle, c'était hyper émouvant, hyper fort. C'était pas facile par moments. J'imagine bien. En tout cas, merci beaucoup, Etienne Dao, d'être venu nous présenter votre Etienne Live, qui sort demain, 2 CD, 1 DVD. Et il y aura une projection le 2 décembre au Grand Rex à Paris. Nous, on se quitte en écoutant un de vos titres les plus récents, c'est Boyfriend avec Jade Vincent. Oh. Je serai ton ami et ton boyfriend aussi. Celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, ta pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour apaiser. Je serai tout près, mais gardons bien mes distances. Ton poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vignier, Tom Hundenstock et Johan Osilio. Elle est réalisée par Louise André, avec à la technique François Saint-Jour.